Donc, la dernière intervenante du colloque, ce sera Megan, donc Megan Rodriguez-Carret, qui s'intéresse principalement aux pratiques de fans dans les séries télévisées, fans de séries télévisées plutôt. Elle a complété sa maîtrise à l'Université de Montréal en étudiant le processus de transfiction présent dans la série Penny Dreadful, ainsi que ce qui peut s'en apparenter dans les productions de fans. Elle a publié un article sur l'histoire des manuels de scénarisation des séries télévisées dans la revue TechNet. Elle a aussi animé, donc, en 2023, une rencontre pour l'Observatoire du cinéma au Québec. Donc, bonjour à tous, à ceux qui sont à distance et ceux qui sont ici présents. Donc, en fait, ma présentation s'intitule « DN, les fans de Penny Dreadful à la recherche d'un happy ending ». Donc, en fait, cette présentation se tente d'expliquer en fait que le geste de produire des fanfictions est poussé par un sentiment d'amitié virtuelle, donc la création d'un lien parasocial qui se développe entre les téléspectateurs et les téléspectatrices, dans ce cas-ci, de la série télévisée Penny Dreadful avec ses personnages. Donc, en fait, ma présentation se découpe en 3 parties. En premier, je vais présenter la série, donc Penny Dreadful. Par la suite, en fait, je vais m'intéresser à illustrer le rapport qu'entretiennent les fans de la série avec son dénouement, donc selon le concept de promesse de dénouement développé par Florent Favard. Et cela m'amènera à la 3e partie où je discuterai que l'écriture de fanfiction, en fait, est une réaction à un dialogue entre le fan et la série télévisée dans une situation où celle-ci est maintenant terminée et que sa finalité a pu en dégoûter certains et certaines qui se sont mis à produire et à publier sur les réseaux des fanfictions. Donc, cette présentation se concentre sur 2 questions. La première, donc, pourquoi certaines finales de séries télévisées peuvent-elles nous décevoir et aussi pourquoi les fans écrivent-ils des fanfictions alors qu'une série télévisée est maintenant terminée. En fait, mon hypothèse est que ces fans, auteurs et autrices de fanfiction vont produire ces textes à la fois lorsque la série est terminée dans un devoir de mémoire, donc que j'emprunte à Jacques Derrida, et avec la notion d'instauration de Vinciane Després, à cause du sentiment d'amitié virtuelle qu'ils vont éprouver pour ces personnages. Donc, en fait, la première partie, donc la série télévisée Penny Dreadful, je vais juste avertir aussi, je divulgue la fin parce que je parle de la fin, donc je suis désolée pour toute personne qui voulait l'écouter. Donc voilà, en fait, la série télévisée Penny Dreadful, c'est une production de la chaîne Showtime qui a été diffusée de 2014 à 2016, donc qui est une création du scénariste John Logan, donc qui est notamment connu pour les films, les scénarios de films Gladiator, Skyfall ou encore 007 Spectre. Donc, la prémisse de la première saison s'inspire beaucoup du roman de Bram Stoker, donc Dracula. En fait, dans la série, on va avoir le personnage de Vanessa Ives, qui est la protagoniste, et Sir Malcolm. Donc, ils vont monter une équipe composée du docteur Victor Frankenstein et d'un cow-boy Ethan Chandler pour retrouver la fille disparue de Sir Malcolm, qui se nomme Mina Harker, qui a été enlevée par Dracula. Et aussi pour protéger Vanessa, qui est un peu sous l'influence de Dracula, un peu à la même manière qu'on pouvait retrouver dans le livre de Bram Stoker, donc où on a Dracula qui va arriver, attaquer et envahir la ville de Londres, et ensuite de ça, prendre possession en fait de l'esprit et du corps de Lucy Westenra, donc qui va pousser Mina et Jonathan Harker à monter aussi une équipe composée en fait du docteur Van Helsing, donc un chasseur de vampires, et des prétendants de Lucy pour venger leur ami et aussi pour protéger Mina de l'influence de Dracula. Ce qui est super intéressant aussi dans cette série, c'est que en plus de ces personnages du livre de Bram Stoker, le scénariste John Logan va aussi aller chercher des figures qui viennent de d'autres univers littéraires et cinématographiques du 19e et du 20e siècle. Donc ici, en fait, j'ai une cartographie de l'écosystème de la série Penny Dreadful qui n'est pas complète parce qu'il y a plusieurs autres citations qui sont encore plus pointues et que j'ai découvert après avoir fait mon mémoire. Donc, en fait, on va voir des références aux Universal Monsters, puis aussi majoritairement au roman Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley ou encore le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Donc,
pardon. Pour revenir, en fait, la particularité, comme je disais, de cette série va résider dans son empreinte de divers personnages qui proviennent d'univers fictionnels pluriels. Donc, déjà dans l'acte même de la création de la série, il y a ce désir de faire revenir dans de nouvelles aventures des personnages iconiques qui ont transcendé, en fait, les apparitions médiatiques. Donc, pour revenir un peu plus sur le propos de la présentation, donc, la finale de la série a reçu un accueil quand même assez mitigé. Donc, en fait, plusieurs spectateurs et spectatrices ont eu le sentiment que la série est incomplète, qu'en fait, il y restait encore beaucoup d'histoires à raconter parce qu'en fait, il y a beaucoup d'arcs narratifs qui n'ont pas été complètement fermés. Donc, et sur plusieurs commentaires, en fait, on peut lire la déception et la tristesse des fans de voir cette série se terminer. Pour un peu plus de contexte, donc là, la partie divulgateur, donc la finale présente le destin des protagonistes et disons que ce n'est pas quelque chose qui est très joyeux pour plusieurs, même si ça rentre, selon moi, dans la ligne narrative du récit. Donc, en fait, les personnages, en fait, la protagoniste, Vanessa Ives, meurt à la fin. Puis, en fait, tous les autres personnages vont, en fait, perdre quelqu'un ou quelque chose qui leur était cher. Donc, en fait, ils se retrouvent complètement seuls. Donc, plutôt que d'être une équipe, ils se retrouvent complètement séparés les uns des autres et tous pleurent la mort de Vanessa. Donc, ce dénouement présenté par la série va s'éloigner un peu de la conception que s'étaient imaginé les fans de ce que celui-ci serait pour ces personnages et cet univers. Donc, la finale n'est pas exemplaire des attentes des fans. Comme je disais, il y a plusieurs arcs narratifs qui n'ont pas été fermés. Par exemple, il y a eu l'introduction du Dr. Jekyll avec Mr. Hyde, mais qui, pour plusieurs fans, plusieurs spectateurs et spectatrices, c'était juste une petite référence. C'est un ami de Victor Frankenstein qu'on voit 35 secondes dans la série. Alors que plusieurs s'attendaient à ce qu'il y ait un peu plus d'histoire autour de ce personnage. Donc, ce qui m'amène en fait à parler de la deuxième partie. Donc, pour plusieurs, le dénouement de Penny Dreadful est un échec. Mais d'où vient cette impression d'échec que plusieurs fans vont développer en fait en regard de la finale? Ce sentiment que partagent les fans sur les réseaux sociaux provient du bris de ce que nomme Florent Favard la promesse de dénouement. Donc, en fait, le concept de promesse de dénouement signifie d'allouer l'illusion d'une fin à un récit télévisuel en mimétisme à la structure narrative d'un roman. Donc, un récit sériel doit fournir, même si c'est fait partiellement, une fin à son histoire. Donc, ce qui est particulier dans la structure narrative d'une série télévisée est qu'une série se développe sous une écriture contingente. Cela veut dire plus concrètement que les actes et les événements sont possibles, en effet, de ceux qui vont les précéder. Donc, c'est-à-dire qu'une série télévisée est en fait un modèle hésitant entre un potentiel infini et une promesse de complétude. Donc, les téléspectateurs et les téléspectatrices sont appelés, en fait, à imaginer ce qui va se produire dans les prochains épisodes et plus largement à la fin de la série, en se fiant aux événements qui se sont produits dans les épisodes qu'ils ont vus. Cependant, ce qui peut peut-être un peu expliquer pourquoi une finale peut nous, en fait, décevoir, c'est qu'une finale de série fait une chose très importante. Elle met à mort la série. Donc, le non-renouvellement d'une série pour une nouvelle saison signe en lui-même son échec, même si la fin est annoncée, comme c'est le cas dans une conclusion ou une finale, ou dans le cas de Penny Dreadful, la série télévisée est un échec, puisque sa nature est de continuer indéfiniment. Et ici, je citais Vladimir Lifeshutz, je suis désolée si je l'ai mal prononcé. Donc, effectivement, en fait, en lisant les commentaires des fans sur les réseaux sociaux, en fait, on peut comprendre qu'il y a une injonction, en fait, à la fin heureuse. C'est ce que sous-tend même la promesse de dénouement développée par Florent Favard. Donc, la finale d'une série télévisée est le moment où les téléspectateurs et les téléspectatrices s'attendent à être récompensés pour leur investissement émotionnel. Mais la finale de Penny Dreadful commet une double faute dans ce sens, c'est qu'elle se termine, donc elle ne produit plus de nouveaux contenus, et aussi elle ne gratifie pas son public. Donc, elle fait en sorte que tout le monde se sépare et qu'il n'y a pas de suite. Donc, et c'est le happy end, c'est un peu le cadeau que s'attendent de recevoir les fans pour les récompenser de ce grand investissement, puisque ça avait quand même duré 3 ans. Et j'imagine avec des séries comme X-Files ou encore Supernatural, où c'est des dizaines, quinzaines d'années. Ce qui m'amène en fait à parler de la troisième partie. Donc, en fait, puisque cette promesse n'est pas tenue par la série télévisée, donc plusieurs fans sur les réseaux sociaux vont produire des œuvres qui vont venir réparer ce que ceux-ci considèrent comme une erreur
Donc, en fait, ils vont produire ce qu'on nomme des fixed fic. Donc, en fait, c'est des fanfictions qui vont changer des éléments canoniques de la série, puisque le fan n'en est pas satisfait. Donc, autrement dit, la forme du fixed fic peut agir à titre de braconnage. Donc, le braconnage, c'est une forme d'appropriation des fans de certains éléments de l'univers d'un récit littéraire selon la première conception de Michel de Certeau. Donc, c'est une réappropriation des lecteurs et des lectrices et une lutte constante entre ceux-ci et l'auteur du texte original. Donc, en fait, dès leur plus jeune âge, les lecteurs et les lectrices vont apprendre que la conception qui prime sur un texte, donc, c'est celle de l'auteur. Donc, c'est ça qu'on apprend à l'école puis qu'on nous oblige à faire des rédactions à chaque fois, même qu'on étudie en littérature. Et en fait, le braconnage permet en fait un renversement de situation où le lecteur ou la lectrice reprend le texte, change des éléments importants qui ne vont pas répondre en fait à sa propre conception, qui ne répondent pas en fait à la perception qu'il a lui-même ou elle-même du texte. Donc, voilà. Et c'est ce qui arrive aussi avec les fixed fic qu'on retrouve autour de la série Penny Dreadful. Le braconnage aussi n'est pas seulement fait dans un but de réparation. C'est aussi, comme le présente de Certeau, que les braconniers, en fait, sont des nomades. Donc, ils ne sont pas rattachés à un seul objet, mais bien à plusieurs. Ils vont se promener, en fait, d'œuvre en œuvre. Donc, l'un des plaisirs des fans, en fait, est de... Pardon. L'un des plaisirs des fans est d'établir des liens intertextuels à travers un large éventail de textes médiatiques. Et plus précisément, le plaisir de braconner se développe par la mise en juxtaposition de ces textes avec d'autres, comme on peut voir ici avec cette série de fanfiction qui se nomme The Traveler's Door. Donc, c'est une fanfiction qui met en scène un personnage original qui s'appelle The Travelers. Ça n'a pas été écrit par moi, c'est été écrit par une personne sur les réseaux, dont je tairai le nom juste par souci d'anonymat. Donc, c'est ça, il met en fait un personnage original, The Travelers, au centre de son histoire. Et sa mission à ce personnage, c'est en fait de voyager d'histoire en histoire et de veiller à ce que toutes ces histoires se déroulent de la façon dont elles doivent se dérouler. Et la première fanfiction prend place dans l'univers de Penny Dreadful, plus précisément dans le dernier épisode, à la fin de l'enterrement de la protagoniste. Donc, on a deux personnages, le personnage de Ethan Chandler et la créature de Frankenstein, qui vont accompagner le personnage Travelers dans sa mission. Donc, ce qui est super intéressant dans cette série de fanfiction, c'est que les personnages, ces deux personnages en fait de Penny Dreadful, sont amenés à déjouer la fin de la série, dans le sens où plutôt que de se retrouver complètement seuls et peut-être un peu démunis, puisqu'ils ont perdu à la fois pour Ethan, son amante, et pour la créature, son amie, ils ont une chance d'aller rencontrer de nouvelles personnes dans de nouveaux univers fictionnels et aussi peut-être se trouver un happy ending, chose qu'ils n'ont pas pu avoir nécessairement dans la série de John Logan. Donc, au contraire, ce type de fanfiction, en fait, montre un peu au contraire de ce que vous pouvez penser à Adorno ou encore l'école de Francfort, un téléspectateur ou une téléspectatrice n'est pas un agent passif, en fait, devant une série télévisée. C'est au contraire un agent actif qui va interagir avec le contenu auquel il fait face, donc il regarde. Le geste de créer des œuvres en lien avec ces objets télévisuels montre ce rapport de dialogue qui existe entre les deux. Donc, cependant, on peut se demander, dans le cas du fan, donc, ce qui peut bien le pousser à continuer la conversation et la réflexion avec une série télévisée maintenant terminée. Un fan, en fait, entretient une relation assez particulière avec l'objet de son affection. C'est un lien à sens unique. Donc, comme le montre l'étude de Christine Toher, Vincent Fabre et Sophie Lebert sur le révisionnement des séries chez les jeunes adultes, qui a été publiée en 2021, ceux-ci vont révisionner des séries comme Friends, Brooklyn Nine-Nine, The Walking Dead ou encore How I Met Your Mother, car ils ont l'impression de revoir de vieux amis. Donc, la notion d'amitié, en fait, nous permet un peu de faire un pont avec le concept de devoir de mémoire de Derrida, parce qu'en fait, cette impression qui est poussée par ces téléspectateurs et ces téléspectatrices, c'est qu'ils sont témoins, en fait, des confidences et de l'intimité de ces personnages. Donc, de vraiment avoir un rapport relationnel avec eux par cette connaissance très poussée, très pointue de leur vie. Un peu à la manière de ce qu'on pourrait avoir dans des amitiés beaucoup plus fusionnelles, par exemple.
Donc, le devoir de mémoire de Derrida, juste pour venir un peu l'expliquer, le définir, c'est en fait, ça se définit par la poursuite du dialogue avec les idées d'un ami après son décès. Donc, c'est un peu une prorogation de sa réflexion. Dans son ouvrage, Le dialogue ininterrompu entre deux infinis, le philosophe propose le dialogue comme un moyen de garder la parole de l'autre, affirmant que cet échange est un moyen de faire émerger de nouvelles idées. Donc, c'est un devoir par l'obligation de garder vivante la présence d'un ami. Et aussi, je voulais faire un lien avec la notion d'instauration de Vinciane Després, surtout sur l'aspect fictionnel de notre objet. Donc, en fait, la notion d'instauration se caractérise par la relation que peut entretenir une personne avec une autre ou encore avec un personnage qui, lorsqu'il quitte le réel ou la fiction, demande de raconter son histoire ou de lui en faire vivre d'autres. Plus spécifiquement, ce terme, au contraire de ceux fabriquer, construire ou créer, établit l'idée que ce geste de garder vivante la mémoire est un appel de l'autre et non pas provenant de la simple volonté de celui qui va venir instaurer. Celui qui instaure, en fait, n'invente rien. Il reprend le récit de l'autre et le continue. Donc, en fait, c'est vraiment ça. Le principe d'instauration, c'est de ramener un personnage, ou dans le cas du texte de Vinciane Després, une personne, de vraiment la ramener à travers un récit, donc pour lui permettre de vivre, de continuer soit son aventure ou en fait de lui en faire vivre d'autres. Et justement, History, c'est ce que fait à la fois le scénariste John Logan dans sa série, parce que il ramène tous ces personnages d'univers fictionnel vraiment très différents, qui se concentrent majoritairement autour du 19e siècle victorien et des adaptations des Universal Monsters, donc du cinéma. Il va les ramener dans un nouvel univers où il va leur faire vivre une nouvelle version d'eux-mêmes. Et c'est ce que font aussi les fans de la série dans ces textes. Donc, où ils vont reprendre ces personnages et leur faire vivre de nouvelles aventures pour rester encore un peu avec eux. Mais cette amitié, donc ce lien parasocial qui est décrit par les participants et les participantes de l'étude de Christine Thoer, de Vincent Fabre et de Sophie Lebert, connaît des limites assez importantes parce qu'en fait, c'est une amitié qui est quand même assez virtuelle. Il n'y a que le fan qui sait que ces personnages existent de l'autre côté de l'écran. Les personnages, à part ceux qui brisent le quatrième mur, ne connaissent pas nécessairement la vie, l'histoire des téléspectateurs et des téléspectatrices qui l'écoutent. Donc, c'est ultimement une relation fictive, unidirectionnelle, donc entre un individu réel et un individu imaginaire. Et en conclusion, en fait, même si cette relation elle est virtuelle, les sentiments et les émotions que ressentent les fans sont bien réels. Donc, leur attachement développé par un investissement émotionnel important est à considérer comme une forme d'amour qu'ils ont pour ces personnages et ces univers fictionnels télévisuels. Donc, leurs œuvres, dans le cas de la série télévisée Penny Dreadful, surtout les Fix-It Fic, comme on a pu voir, sont la matérialisation de cet amour pour cet objet, pour ne pas que celui-ci tombe à la fois dans l'oubli, ce qui est de plus en plus courant, même si on est dans une ère numérique, de plus en plus de séries disparaissent, mais aussi pour donner ce que certains considèrent comme un dû pour ces personnages, un happy ending. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Megan. C'est bon. Parfait. Là, on arrête l'enregistrement.